2024 risque d'être le théâtre d'affrontements entre d'un côté le F-16 qui vraiment a été réfléchi autour de la haute technologie mais dans les années 70 et en face le Sukhoi 35 dont la genèse remonte aux années 80-90. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir un petit peu aux bases, de se réintéresser, de recomprendre exactement d'où vient le F-16 mais surtout qu'il existe une multitude de versions différentes du F-16. Ensuite, nous poser la question de l'armement employé en cas de combat aérien. Et ensuite, aller au tableau blanc et essayer de comprendre ce qui amènera le F-16 ou le Sukhoi 35 à l'emporter. Mais juste avant, je voudrais vous présenter notre partenaire aujourd'hui, Conflict of Nations, un des tout premiers partenaires sur cette chaîne qui nous a permis de grandir, de nous développer et de recruter Hugo et Valentin qui nous montent ces vidéos. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP, ce qui signifie player versus player, donc joueur contre joueur, des humains, en temps réel, gratuit. Vous pouvez choisir un vrai pays à diriger pendant un conflit mondial du 21e siècle, donc l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la France, et combattre jusqu'à 128 autres joueurs en temps réel dans des parties qui du coup peuvent durer des semaines. Vous verrez, ça prend beaucoup de temps de déplacer des unités au travers d'un grand pays. Utilisez de nombreuses unités pour construire votre armée, vous aurez des chars, des avions, des navires, et vous pourrez déclarer la guerre à vos voisins ou décider de forger des alliances avec d'autres joueurs, et bien sûr vous pourrez retourner votre veste. Vous choisissez votre propre stratégie, vous engagez dans des batailles épiques et vous partez à la conquête du monde où vous essayez de vous défendre. Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on peut recréer de nombreux conflits et en ce moment vous pouvez jouer sur PC et mobile et vous obtenez un cadeau exclusif. Vous pouvez obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuit. C'est disponible pendant 30 jours. Ne perdez pas de temps, cliquez sur le lien. Alors, de quoi est-ce que l'on parle? Le F-16, à la base, c'est General Dynamics, qui après, a été racheté par Lockheed. Lockheed et Martin, ils ont fusionné. On est dans les années 95 à ce moment-là. Et donc maintenant, le F-16, c'est Lockheed Martin. Ça remonte au milieu des années 70. Le 2 février 74, on est opérationnel depuis la fin des années 70. Et il y a 4600 aéronefs F-16 construits. C'est le best-seller de l'avion de chasse. Il est petit, il est agile, il est bien conçu et surtout, on peut le tuner. C'est un des premiers à avoir pensé au siège incliné à 30 degrés, comme le Rafale. Pourquoi? Parce que ça permet de réduire la distance entre la tête et le cœur, et donc ça aide le pilote à mieux supporter le facteur de charge positif. C'était également un des premiers avions à avoir des commandes de vol électriques qu'on retrouve sur Airbus, qu'on retrouve sur Rafale, qu'on retrouve sur Typhoon, qui permet au pilote de maximiser son enveloppe de vol sans en sortir. Et donc, quand vous avez beaucoup d'avions, peut-être d'avoir des pilotes qui sont un petit peu moins bons au pilotage, mais du coup, qui ont quand même le niveau nécessaire pour mettre en œuvre cet avion au maximum de son domaine de vol. Ça évite les sorties de domaine de vol et les mises en vrille, par exemple. Vous avez 11 points d'emport, ce qui permet d'emporter beaucoup de matériel, notamment des bombes de 1 tonne ou des missiles RR et forcément un canon, le M61 Vulcan. L'US Air Force en a, l'Air National Guard, la Navy en a quelques-uns également, et forcément les Thunderbirds, l'équivalent de la patrouille de France version US Air Force. Ça a été exporté dans plus de 25 pays, et à la base, cet avion, il provient du retour d'expérience du Vietnam et du fameux colonel Boyd, qui s'est associé à un mathématicien, Thomas Christie, et tous les deux, ils sont arrivés à un petit avion léger, qui bouge bien, dur à voir, et dur à battre. Personnellement, en Rafale, j'ai eu la chance de me battre en dogfight contre du F-16 des Pays-Bas, piloté par un officier d'échange canadien, le tout au-dessus du Mont-Saint-Michel. C'était très sympa, mais forcément, le Rafale est quand même plus moderne, plus puissant et plus efficace. Toujours est-il, à la base, ça vient du Lightweight Fighter, qui après est devenu l'ACF. Je vous passe les détails dans des vidéos spécialisées sur la chaîne, mais comprenez bien que le F-16, c'est un petit chasseur, léger, et avec des limitations, forcément celle de ne pas pouvoir emporter énormément de pétrole. Donc vous pouvez en mettre sous les ailes, vous pouvez faire du ravitaillement en l'air,
avec un système particulier car la plupart des F-16 n'ont pas de perche, c'est donc assez complexe, mais son idée c'était vraiment de remplacer le F-104, le F-4, le F-105, des avions qui étaient beaucoup plus gros. Sa compétition internationale à cette époque c'était le Mirage F1, le Jaguar, c'est un avion qui fait 8 tonnes 5 à vide, 19 tonnes en masse max, qui peut emporter plus de 3 tonnes de kéro, et qu'on a appelé dès 1980 le Fighting Falcon, surnommé également le Viper à cause du Viper TIE Fighter dans Battlestar Galactica. Vous avez différentes versions qui existent, la AB, c'est les premières, CD, on est dans les versions rénovées, plus modernes, et la EF, qui là, c'est vraiment les nouvelles versions. Vous avez également des notions de blocs, c'est tout expliqué sur la chaîne, je vous renvoie vers ça, vous pouvez cliquer sur lien si vous voulez creuser. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le F-16V, la nouvelle version, le EF, il est équipé avec un radar électronique actif, donc il va voir extrêmement bien, là où les toutes premières versions, on est sur du radar à l'ancienne qui voit beaucoup moins bien. Donc il y a capacité de faire des rétrofits, il y a capacité de faire des mises à jour, mais quand par exemple on parle des donations vers l'Ukraine, des avions qui viendraient du Danemark, du Pays-Bas, ils sont avec l'APG-66, on est sur un vieux radar, et on est en gros sur la technologie des années 90. On parle également derrière de missiles, et on va parler d'abord du Sukhoi 35 avant de creuser les fameux missiles. Le Sukhoi 35S, pour Streveyoi, ça veut dire combattant, le flanqueur E, lui c'est un monoplace, il vient à la base du Sukhoi 27M en 88, après le Sukhoi 35S en état c'était 2008, opérationnel en 2018, et lui la grosse différence par rapport au F-16, c'est que c'est un gros chasseur. Vous avez le petit chasseur et le gros chasseur. Le gros chasseur, il est beaucoup plus lourd, il va pouvoir embarquer beaucoup plus de pétrole, beaucoup plus de munitions, mais également prendre un radar beaucoup plus gros. Accrochez-vous bien, un Sukhoi 35S à vide fait la masse maximum au décollage d'un F-16. On est sur du 19 tonnes et la masse maximum au décollage du Sukhoi 35, on est sur quasiment 35 tonnes. Propulsé par 2 réacteurs Saturn, poussée vectorielle, 14 tonnes de poussée de chaque côté, Mach 2,25 en vitesse maximum à haute altitude, il peut embarquer 12 R-77, on va revenir dessus, là où le F-16 lui va pouvoir prendre 6 missiles RR. Il peut même prendre des R-37, qui sont des missiles de très très longue portée, un peu comme le Phoenix à l'époque du F-14. Mais surtout, il va pouvoir embarquer un gros radar, et ça serait l'Iris-E, un PESA, donc c'est pas le top du top, c'est juste en dessous, c'est en gros ce qu'à 70% de la flotte de Rafale à l'heure actuelle, c'est de l'antenne électronique non active. Donc on a 70% de la flotte de Rafale qui est équipée en PESA, et après on a 30% de la flotte de Rafale, c'est en source ouverte, qui est équipée en NEASA. Donc là on est en gros sur la technologie des années 2000-2010, donc on est juste un cran au-dessus des premières versions du F-16, un cran en dessous des toutes dernières versions. Spécificité du Sukhoi 35S, des fois il y a eu du radar arrière qui a été observé, ce qui est très utile en combat si vous êtes tout seul face à plusieurs menaces. Le Sukhoi 35S a été exporté en Chine, c'était en 2015 que ça a été signé, 2017 les livraisons, 24 aéronefs. Il a connu le combat en Syrie à partir de 2016 avec un déploiement là-bas. Il aurait 7 victoires aériennes confirmées contre des avions, une contre du Mi-14 et il a plusieurs pertes en 2022, que ce soit contre des batteries Patriot ou même plus récemment en septembre 2023 contre du S-300 sur du tir Blue on Blue, du tir fratricide. Et je vous rappelle que dans toutes les armées du monde, que ce soit l'armée américaine, que ce soit l'armée israélienne, l'armée russe, l'armée ukrainienne, les tirs fratricides peut arriver au combat. Bien malin celui qui peut se croire au-dessus de ce type d'erreur. En termes de missiles, c'est là où ça devient intéressant. J'ai déjà expliqué les missiles RR sur la chaîne. Donc quand vous tirez au canon, c'est que vous êtes au couteau. Quand vous passez aux missiles infrarouge courte portée, l'AIM-9X, le Sidewinder pour les Américains, le R-73 pour les Russes, vous êtes au pistolet. Quand ensuite vous engagez avec un fusil mitrailleur, vous êtes plutôt sur de l'engagement de type AIM-120, les premières versions, ou sur de la A10 côté russe, et après derrière le fusil de sniper, ça va être le R-77 dans certaines versions, l'AIM-120D ou le Météor pour les Européens. Donc en fait, c'est comme un fantassin, à chaque fois vous avez un type d'armement qui a ses points forts et ses points faibles. Et dans le match F-16 Sukhoi 35, il faut s'attendre à avoir AIM-120 contre R-77, aussi appelé l'AA-12. L'AIM-120, c'est l'AMRAAM. On adore les acronymes dans l'armée. C'est lui qui vient remplacer le Sparrow, qui est un missile Fox 5, qu'il faut guider en continu. On est donc sur une génération de tirs
et oubli, qui porte mal son nom, car si vous tirez de loin et que vous faites demi-tour, les chances de succès sont faibles. Vous voulez accompagner un petit peu votre missile, ce qu'on appelle le lamé, avec une liaison avion-missile, jusqu'au moment où il devient pitbull, où sa tête active, son petit radar s'allume et il va sur la cible, afin d'optimiser ce qu'on appelle le PK, la probabilité de kill de l'adversaire. L'AMRAAM, il commence dans les années 90, on est sur 1 million de dollars pièce, il y a différentes versions, A, B, C, D, et de la version ER. Chaque version après, par exemple, les C, on parle de Charlie 5, Charlie 6, Charlie 7, avec les petites mises à jour. Pour faire simple, on est sur un missile qui fait 161 kg, qui a une charge militaire de 20 kg, ce qui est suffisant pour détruire ou incapaciter un avion adverse. On est sur des portées en source ouverte entre 40 et 70 nautiques, fonction des versions. Donc 40 pour du Charlie 5, 6, 7, 70 nautiques source ouverte pour le D, toute nouvelle version qui n'est pas proposée à tout le monde à l'export à l'heure actuelle, qui est donc assez illusoire de croire que les Ukrainiens vont avoir ça. Ça parle plutôt de livraison d'AIM-120B, c'est important. Une vitesse de Mach 4 et plus de 33 clients export, 14 000 plus missiles fabriqués et 16 victoires aériennes en Irak, en Bosnie, au Kosovo, en Inde, en Syrie et également contre son camp, on en parlait tout à l'heure, contre des hélicoptères américains. Dans le nord de l'Irak, il y a une vidéo dessus sur la chaîne. Son PK à ce missile au combat est de 0,59. En gros, il faut en tirer 2 pour s'assurer d'abattre l'adversaire. Il a détruit 6 MiG-29, un MiG-25, un MiG-23 et 2 Sukhoi 22, sans oublier un Galeb et un UH-60. Il a une capacité à se guider sur un brouilleur, donc si vous pensez que votre brouilleur sur votre avion va vous permettre d'éviter de vous faire attaquer, lui il détecte le brouilleur, il fonce dessus. Simple et efficace. L'AIM-120C, il arrive à la fin des années 90. C'est lui qu'on les a retrouvés avec le B et le C en Ukraine. Et derrière, vous avez le D. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le C7, on augmente la portée par rapport au B. Et le D, on augmente encore de 50%. Pour faire simple, on vient concurrencer un petit peu le Météor. On se retrouve avec du guidage GPS, avec une communication entre le missile et l'avion, des choses assez avancées. Et la suite, le futur, ce sera l'IM-260 pour 2026. À l'heure actuelle, en novembre 2023, les Suédois vont récupérer des AIM-120 Charlie 8 et on parle d'AIM-120B pour l'Ukraine. On est donc sur une portée d'environ 40 nautiques, là où la technologie américaine, sur tout nouveau matériel qui est en train d'être amené dans la flotte, comme on dit, il est sur quasiment le double. Vous pouvez comprendre que les Américains ne veulent peut-être pas à l'heure actuelle que des AIM-120D tombent entre de mauvaises mains. Le R-77 est surnommé l'Amramski, en référence à l'IM-120. Celui-là, il a des petites plaques à l'arrière et il va se diriger grâce à ces petites plaques. C'est Wimpel qui fabrique ça, on l'appelle le ADR, ça a commencé dans les années 90, 1994. Il fait entre 175 et 190 kg, 22,5 kg de charge militaire. On est sur quelque chose de la même catégorie que le AMRAAM. Différentes versions existent, de la version AE, qui aurait 35-40 nautiques de portée, à des versions plus avancées qui atteindraient les 100 nautiques de portée. Il y a eu des clients export comme l'Inde, la Chine, et on a par exemple le RVV AE-PD qui a une portée améliorée avec un moteur qui est un statoréacteur comme le Météor, dont il faut se méfier. Certaines versions existeraient avec une tête, un autodirecteur infrarouge. Il faut savoir, c'est que la doctrine des Russes est souvent de tirer les missiles 2 par 2, souvent un guidé électromagnétique, un guidé infrarouge. On n'a pas énormément d'informations disponibles en source ouverte sur le R77, que ce soit le M, le PD. Pour faire très simple, on part du principe que c'est environ donc 190 kg, cinquantaine, soixantaine de nautiques de portée. Nous sommes donc sur de l'armement qui est assez équivalent à un AIM-120, Charlie 6, Charlie 7. L'Algérie, l'Égypte, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie et même la Serbie disposent de certains AA-12, et donc fort à parier que d'un côté comme de l'autre, les nations aient une idée assez précise du volume d'engagement de ces missiles et de bonnes connaissances des capacités adverses. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Pourquoi ? Parce que dans quel cas est-ce qu'on peut se retrouver F-16 contre Sukhoi 35 ? Les avions de chasse, ils font différentes missions. Ça peut être par exemple de la CAP, protection d'une zone aérienne, combat air patrol, de la sweep, le balayage, le nettoyage, dégager une zone pour après pouvoir faire passer des bombardiers, ou de l'escorte, on accompagne ces bombardiers. À chaque fois, vous allez réfléchir à votre doctrine d'emploi, à votre tactique, fonction du risk level, du niveau de risque autorisé par votre chaîne hiérarchique. Ça vient principalement du politique. Vous doutez bien que si vous avez 5, 6, 7 F-16, vous n'allez pas vouloir les perdre. Vous allez donc contraindre vos équipages, qui doivent être disciplinés, à privilégier leur survie sur peut-être l'efficacité opérationnelle. Et ça va avoir un impact
sur le combat. Sur un affrontement F-16 contre Sukhoi, il n'y a pas forcément de gagnant. Ce n'est pas un match à mort. Dans le combat aérien moderne, l'objectif souvent est de rester à distance de l'adversaire pour atteindre votre état final recherché. Repousser l'adversaire loin de la zone où vous voulez opérer, afin de garder l'avantage aérien sur une zone pendant un temps spécifique, n'oblige pas à détruire l'adversaire. Le repousser suffit. Le maintenir à distance suffit. Par contre, et c'est là où ça devient extrêmement intéressant dans le cas du match F-16 Sukhoi 35, c'est que le F-16 a beaucoup moins de capacité pétrole, d'autonomie que le Sukhoi 35. Et là où généralement dans les exercices d'entraînement, on simule sur une période donnée, vous arrivez sur un champ de bataille qui tourne H24. Donc vous voulez peut-être obtenir la supériorité aérienne à un moment donné pour atteindre un objectif, et là c'est compatible avec les capacités du F-16. Si vous voulez commencer à défendre H24 un espace aérien, une position, eh bien ce n'est pas compatible avec une petite flotte d'aéronefs, surtout sur un front de plusieurs centaines de kilomètres. Donc par exemple, pour vous donner une idée, si j'ai 6 F-16, je suis incapable de défendre une ville, une position, H24, avec des avions en l'air. Ce n'est juste pas réaliste. D'où l'importance du renseignement, d'où l'importance de savoir si des adversaires décollent, afin peut-être, eh bien, de maintenir vos avions au sol et de ne pas les épuiser en vol. Allez, allons voir le tableau blanc pour réfléchir à 2-3 scénarios d'engagement. Le combat aérien Fox-Tree est quelque chose qui se fait depuis maintenant une trentaine d'années, depuis les années 90. La plupart des nations au monde maintenant sont très compétentes dans ce domaine. Là où moi j'ai commencé dans les années 2010, il y avait encore certains pays qui n'étaient pas Fox-Tree aware, qui ne comprenaient pas les doctrines Fox-Tree. Maintenant, la plupart des pays, pour ne pas dire quasi tous les pays, comprennent les logiques de combat longue distance. Et sans trahir de secret, sans trop rentrer dans les détails, voyez ça comme du ping-pong. Vous avez notre Sukhoi 35 qui arrive. En face, vous avez le F-16. Les deux se font face. Chacun connaît, grâce au renseignement, la capacité d'engagement de l'adverse. Au vu des technologies présentes, chacun arrive à se détecter l'un l'autre. Il n'y a aucune furtivité. On part du principe que les pilotes sont compétents et ont réussi à se trouver l'un l'autre. Si maintenant vous mettez un gros différentiel d'altitude, par exemple, le pilote du Sukhoi à très haute altitude, là où le pilote du F-16 est à très basse altitude, il est possible que notre pilote de Sukhoi, s'il règle mal son radar, ait du mal à détecter le F-16. Et là, on rentre dans certaines tactiques très intéressantes. Mais faisons simple. Nous avons nos deux aéronefs qui arrivent iso-altitude. Ils vont essayer d'accélérer le plus possible. Notre F-16 peut être à vitesse supersonique. Notre Sukhoi probablement en haut supersonique. Et ils vont se retrouver à pouvoir ouvrir le feu à une certaine distance. À ce moment-là, le Sukhoi va peut-être prendre la décision de tirer. Le F-16 va peut-être prendre la décision de tirer, plus ou moins en même temps. Vont-ils continuer et chercher à les s'empaler sur le missile? Probablement pas. Le Sukhoi va alors décider de faire demi-tour, le F-16 va alors décider de faire demi-tour, le missile ne pourra pas l'atteindre d'un côté comme de l'autre. Ils ont fait un tour de manivelle et chacun a gâché une munition. Sauf que maintenant, il faut revenir. Et c'est pour ça que souvent on travaille par équipe. Parce que si vous travaillez par équipe, au moment où vous faites demi-tour, vous avez l'autre F-16 qui est derrière, qui va pouvoir continuer tout droit, le missile ne lui étant pas destiné, et pourchasser votre Sukhoi. Il va venir se mettre derrière le Sukhoi et le pourchasser jusqu'aux limites de son pays, ou même le raccompagner vers sa base s'il n'y a pas de risque de système solaire, vous laissant le champ libre. Et vous, après, hop, vous revenez derrière, et ça ressemble à quoi? Le Sukhoi qui est pourchassé par deux F-16, le tout à la queue leu. Si le Sukhoi décide de revenir, qu'est-ce qui se passe? Vous lui mettez un missile dans la tronche, et là, il risque d'être puni. Ce qui est vrai pour le Sukhoi, également vrai pour le F-16. Le F-16 vient tout seul, deux Sukhoi, il est pourchassé. Donc que vous ayez un F-16, un F-18, un Rafale, ou un Sukhoi, ou un mix, c'est la même chose, c'est le même concept. Si vous êtes 2 contre 1 et que vous travaillez bien, eh bien les deux risquent de l'emporter sur le 1. Maintenant, si nous sommes 2 contre 2, vous avez vos deux F-16 et en face, vos deux Sukhoi, que tout le monde travaille intelligemment, que personne ne fait d'erreur. Eh bien, on peut se retrouver avec des figures géométriques, si je puis dire, qui font des ronds, des sortes d'hippodromes comme ça, et chacun tourne, fait attention, et personne n'arrive vraiment à se rapprocher, jusqu'à ce qu'un côté fasse une erreur, ou qu'un côté tente quelque chose de différent, comme par exemple
essayer d'envoyer un avion vers la basse altitude, non détecté des radars, pour aller faire un carton sur les adversaires. C'est valable d'un côté comme de l'autre. Le dernier point qu'il faut bien comprendre maintenant, c'est que sur un théâtre d'opération moderne, pour n'en citer aucun, vous avez également des systèmes sol-air. Et vous avez des bulles comme ça d'engagement sol-air. Donc si vous coordonnez votre aéronef face à un aéronef avec ce système solaire et que vous êtes très fort, vous pouvez très bien essayer d'attirer l'autre avion. Il vous pourchasse à l'intérieur du volume d'engagement du système solaire qui reste éteint. Au moment où vous êtes vraiment dans un volume où le Sukhoi ou le F-16 ne peut plus partir, le radar de guidage ici peut s'allumer, accrocher l'aéronef, l'engager à l'intérieur de ce qu'on appelle la NEZ, la No Escape Zone, et quelles que soient les manœuvres de cet aéronef-là, donc ça peut être un Sukhoi ou le F-16, ça marche dans les deux sens, il va avoir beaucoup de mal à éviter le missile de défense aérienne. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le combat aérien, l'aviation, la guerre de manière générale est un travail d'équipe. Atteindre ce niveau de coordination demande des années de préparation, des années de formation, et que dans le match F-16 versus Sukhoi, ce qui risque de faire toute la différence, c'est tout simplement le niveau de standard, le niveau de formation donné aux équipages avant de les envoyer sur le théâtre. Je vous ai déjà parlé sur cette chaîne de ce qui s'est passé lors de la guerre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, avec petit à petit les Japonais qui envoyaient leurs pilotes avec un niveau de standard de plus en plus bas jusqu'à ce qu'ils se fassent massacrer avec un kill ratio de l'ordre de 200 à 1 par les Américains qui, eux, avaient maintenu un très haut niveau de formation, un très haut niveau de standard chez leurs jeunes pilotes. Donc vous devez en permanence comprendre que quand on utilise ce matériel de très haute technologie, quand on utilise tout ça, c'est de la tactique et que la tactique est directement liée à votre niveau de formation, car sur le moment, énormément de choses se passent, la saturation mentale peut très vite être extrêmement forte, et c'est pour ça qu'en Occident, on recherche toujours des pilotes qui soient très disciplinés. C'est la base de tout dans l'aviation de chasse moderne, car vous voulez des pilotes et des équipages extrêmement disciplinés pour respecter le risque level, le risque d'engagement, car s'il faut accepter de faire demi-tour face à la menace et de reculer, de laisser la victoire aérienne au système solaire, il faut le faire. C'est un travail d'équipe. Ramener l'avion, même si ça veut dire peut-être ne pas faire la mission, est parfois votre priorité. Donc la discipline est vitale, le bon alignement de vos équipages est vital, et je ne serais pas étonné de voir d'un côté comme de l'autre des consignes de l'état-major, des consignes du politique qui ressemblent à quelque chose comme 1. Sécurité. Nous avons peu d'avions, protégez-les, ramenez-les. 2. Expérience, essayez de voir ce qui se passe, essayez de détecter comment fonctionnent les adversaires. Chaque vol est un moyen également de comprendre les tactiques de l'adversaire. Et 3, et seulement en 3, si vous pouvez avoir une victoire, c'est bon pour la com, c'est bon pour nos soutiens, c'est une bonne chose. Mais en 3 seulement, d'abord, gardez le matériel. Comme on dit en Amérique du Nord, live to fight another day, survivre pour se battre un autre jour. Car je vous rappelle que dans une posture défensive, on est dans ce concept d'infinite game, de jeu infini. Le but des Ukrainiens à l'heure actuelle est de pouvoir continuer à se battre. Il faut donc préserver le matériel. Là où les Russes, c'est leur choix, soit de s'inscrire dans un jeu infini, durée infinie, et ça va être la même chose, soit essayer d'atteindre une victoire à un moment donné, et dans ce cas-là, ça va être des priorités très différentes, avec par exemple 1 en victoire, 2 victoires et 3 victoires, ce qui forcément va amener beaucoup plus d'attrition. On l'a vu au sol, ce sont des choix politiques, ce sont des choix stratégiques. 2024 risque de nous révéler ce que ça va être dans la 3e dimension, dans le ciel. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce à quoi l'on peut s'attendre dans le match F-16 contre Sukhoi 35. Croire que tout ne dépend que des avions et bien mal connaître la chose aérienne. Et je vous rappelle qu'un pilote a pour objectif, en tant que tacticien, de toujours essayer d'amener l'adversaire dans une situation où il va pouvoir maximiser
en tant qu'opérateur les points forts de son aéronef et où l'adversaire va être face à ses points faibles. L'aviation permet normalement de déterminer quand vous choisissez le combat. On en revient à Sun Tzu, l'art de la guerre. Mais si vous suivez la chaîne depuis longtemps, ça vous le savez. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Si vous n'avez pas retrouvé au-delà de l'Ukraine ou au-delà du cockpit sous le sapin, c'est pas trop tard. Et si vous voulez qu'on vienne vous voir pour des conférences, pour des formations cette année, n'hésitez pas. Excellente année 2024 à vous. Allez, fly safe. Conflict of Nations est un jeu de stratégie PVP en temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial du 21e siècle. Choisissez votre propre stratégie, engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. Vous obtenez un cadeau exclusif, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement premium gratuitement. Offre disponible uniquement pendant 30 jours, ne perdez pas de temps.